Bonjour les aventuriers. Toi là, oui, c'est à toi que je parle. Aujourd'hui, c'est le premier koan sur le thème du miroir et de ses reflets que nous allons analyser ensemble. Si mon vidéogramme te plaît, je t'invite à t'abonner, offrir un like d'encouragement et pourquoi pas laisser un commentaire pertinent sur le thème du jour. Je donnerai la définition du koan une seule fois. Alors, prêtez l'oreille, je vous prie. Le koan est un aphorisme, c'est-à-dire un court énoncé, souvent philosophique et paradoxal. L'objectif pour le comprendre est d'aller au-delà de la forme et du sens premier des mots. Le message transmis à travers est plus subtil, plus profond, plus vrai que ceux qui montrent. Koan numéro 1. Le miroir se brise en 1000 morceaux. Combien de reflets différents peut-on trouver ? Les deux miroirs, conte pour tous, par Jean-Philippe Schmitt, 1844. Les deux miroirs, prologue. Hélas, le sage le premier ne s'y voit jamais tout entier. Florian, le miroir de la vérité. Lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. La Fontaine, la Besace. Chacun sait qu'il existe des miroirs ayant la propriété de grossir l'apparence des objets qu'ils réfléchissent. D'autres dont la propriété contraire est de la rapetisser. Les premiers servent aux individus assez jaloux de la pureté du satin de leur visage pour chercher à découvrir la moindre particule, le plus petit grain capable d'en altérer le poli, assez intéressés à dissimuler la marche du temps pour faire une guerre acharnée à tous ces indiscrets témoins qu'ils laissent en passant, marqués de sacré dans l'arc d'ébène d'un sourcil, dans le jet d'une chevelure ondoyante, dans la touffe épaisse de la barbe la plus léonine, car il est peu d'hommes capables, au fond, de supporter avec plus de résignation qu'une femme les avaries que l'âge apporte au physique. Mais c'est dans le miroir rapetissant qu'on regarde les accidents sans remède, tels, par exemple, que les rides, toujours précoces, qui nous sillonnent les tempes ou le coin de la bouche, les teintes coupes rosées qui remplacent le doux incarnat de la jeunesse. Le fâcheux est qu'on ne puisse pas armer les yeux des curieux d'un verre produisant un effet analogue. La conscience aussi a ces deux miroirs, qu'elle charge l'amour-propre de lui tenir quand elle veut faire ce qu'on pourrait appeler sa toilette. On ne sait comment il arrive que c'est presque toujours dans la glace amplificative qu'elle regarde ses qualités et dans la glace réductive qu'elle envisage ses défauts. Ainsi agissant, la colère n'est plus que de la vivacité, le mensonge que de la finesse ou du badinage, la duplicité que de la prudence. La bassesse et l'hypocrisie se transforment en savoir-vivre, la sensualité en fine appréciation des biens de la vie. Par opposition, le plus mince souvenir d'un service ou d'un bon office reçu acquiert les plus amples proportions d'une louable reconnaissance. L'action de détourner son cheval pour ne pas écraser un passant prend l'ambitieuse physionomie d'une haute philanthropie. Les ménagements, forcément gardés pour un rival qui nous gêne, sont de la magnanimité. L'homme
à qui une santé débile interdit les excès, se contemple sous les traits de Caton. Et celui qu'une constitution austère ou flegmatique met parfaitement à l'abri de la séduction des plaisirs, croit mériter l'auréole des martyrs de la vertu. Ici, le vice ignoble d'Harpagon, réduit à la taille de la fourmi, ne s'attribue plus que le nom de prévoyante économie. Là, l'aumône parcimonieuse arrachée par l'importunité ou l'ostentation peut cohabiter avec l'avarice, se réfléchit sous les traits d'une généreuse libéralité. Tu fier ne voit, dans son miroir réducteur, l'orgueil qui le domine et lui fait mépriser tout ce qui l'entoure, que comme un modeste sentiment de son propre mérite, et dans son miroir extenseur, le dédain qu'il accorde à des piqûres d'épingle trop faibles pour être senties, paraît à ses yeux l'effort héroïque d'une grande âme. Dans un autre ordre d'idées, le médiocre écrivain, qui a eu le bonheur de n'être point bafoué, ne doute plus de ses droits à l'Académie. Le plus mince employé gouverne l'État, qui ne pourrait se passer de lui. Le moindre avocat de province a sa première cause gagnée en police correctionnelle. Le prédicateur a son premier sermon, s'il n'a pas endormi l'auditoire. Le journaliste, après avoir reproduit une douzaine de lieux communs dans 2 ou 3 premiers paris, se voit la taille. Celui-ci d'un garde des sceaux, cet autre d'un cardinal, cet autre d'un président du conseil. Un écolier en 6e ne doute déjà plus du prix d'honneur. Un rapin d'atelier admire dans ses croûtes ou ses maquettes des parties que n'auraient pas désavoué Raphaël ou Michel-Ange. Quant au titre des émules ou rivaux, rangés par le changement du miroir dans la classe des infiniment petits, c'est à peine si l'on en tient compte. Et lorsque ces rivaux, ces émules l'emportent, c'est le caprice des grands ou le mauvais goût du public qui en sont seuls responsables. Voilà comment nous nous abusons presque tous, comment nous nous préparons de si amères déceptions, presque toujours imprévues, et dont nous ne savons même pas tirer ce qui pourrait encore nous profiter dans notre malheur, une instruction pour l'avenir. Un vénérable derviche, nommé Ouloug, entreprit un jour de redresser la vue des fidèles musulmans. Ce derviche se distinguait de ses confrères par la profondeur de ses connaissances et la rectitude de ses idées. Il ne croyait pas que la perfectibilité consistait à tourner sur soi-même, en regardant le bout de son nez jusqu'à ce que la lumière incréée s'y manifestât. Il avait parcouru tout l'Occident pour s'instruire en voyant par ses yeux et en conversant avec les hommes les plus instruits, qu'il savait déterrer dans leurs retraites les plus profondes. Car il y avait alors, dit-on, en Orient, des savants qui cultivaient la science pour elle-même, et non pas seulement pour en faire parade ou profit. Ouloug, de retour de ses longs voyages, se montra un matin sur la grande place d'Ispahan et, après avoir exécuté quelques-unes de ses évolutions rotatives, obligatoires pour un derviche, fait un nombre raisonnable de pirouettes sur les 2 talons ou sur un seul. Au moment où tout le public assemblé autour de lui pensait qu'il allait tomber en convulsions, il s'arrêta tout à coup.
Fidèle enfant d'Ali, dit-il en élevant la voix, si je vous prive du reste de mes saints exercices, c'est que j'ai à vous annoncer quelque chose de plus intéressant encore. J'ai entendu dire que vous êtes altéré de la soif de la vérité. Je vous l'apporte, non pas cette vérité métaphysique qui ne s'exprime que par des préceptes ou des apologues, mais la vérité palpable qui parle aux yeux eux-mêmes. Si vous voulez me faire l'honneur de venir me visiter dans mon caravansérail, je vous ferai voir gratis 2 tableaux talismaniques et mobiles faits par un sage parmi les sages de l'Académie de Bénarès, avec un tel art qu'il représente exactement, sous la forme la plus saisissante, ainsi que disent vos lettrés beaux esprits, à chaque spectateur ses vices et ses vertus, qu'il peut comparer avec ceux de ses amis les plus ou les moins intimes, et nécessairement avec ceux de ses ennemis, s'il a le malheur d'en avoir. Le grand philosophe a consacré 160 années de sa glorieuse vie, qui s'est prolongée durant près de 2 siècles, à l'exécution de ces tableaux. Et vous verrez qu'il ne fallait guère moins de temps pour mener à bien une chose si merveilleuse que vous n'en avez jamais vue et n'en verrez jamais de semblable. À demain, donc. Vous pouvez amener vos femmes et vos enfants. Le bruit de cette étrange annonce, en se répandant parmi la ville, excita une grande agitation. Chacun se promit d'abord un singulier plaisir à pénétrer dans le secret de la conscience des gens de sa connaissance, se faisant déjà par avance l'énumération charitable des vices de ses rivaux et de ses supérieurs, des travers et des ridicules de ses parents et de ses amis. Le vizir disgracié disait « Bon, je vais savoir par quel côté je puis attaquer mon successeur pour le renverser à son tour. » Un autre prétendant ajoutait « Je saurai comment, après avoir fait descendre celui-ci, je pourrai empêcher celui-là de remonter à la place qui me reviendra sans faute, si tous deux en sont exclus. » Le poète sifflait. Mon rival, qui accapare à mon détriment toutes les faveurs du public et les libéralités des grands, me laissera bien apercevoir le côté par où je puis commencer à le démolir. Il m'est parfaitement démontré que c'est un intrigant. Je ne serais pas étonné qu'il fût en outre un grand scélérat. Le mari d'une femme acariâtre et celui d'une coquette se frottaient les mains en pensant que leur moitié, honteuse en se voyant de tels défauts, ne pouvait manquer de s'en corriger. Et celle-ci, probablement, concevait de moins flatteuses espérances à l'égard de leur mari. L'un tyran, l'autre jaloux, tous deux grondeurs et boudeurs. La jeune fille faisait des vœux pour que le sage de Bénarès n'eût pas oublié de peindre les mères trop sévères. Écoliers, pour que les pédagogues qui font travailler leurs élèves et leur donnent des pensums et des retenues n'y fussent pas épargnés. Les esclaves, pour que les maîtres qui ne veulent pas se laisser voler et prétendent se faire obéir, s'y vissent représentés sous les traits de hideux avares et de despotes cruels. Ensuite venait l'idée des propos malins, des épigrammes, des mots à double entente qu'on pourrait lâcher sur le compte de tel ou tel de ses amis, et même à leur propre barbe, sur certaines choses secrètes qu'ils ne pourraient plus nier ou faire semblant de ne pas comprendre. On peut dire, sans exagérer, que le sommeil n'appesantit pas ses ailes un seul instant sur une seule paupière pendant toute cette nuit à Ispahan. Au matin, quelques réflexions un peu moins agréables, suggérées par une atmosphère plus fraîche,
succédèrent aux réflexions de la nuit. On vint à penser que puisqu'on allait si bien voir à découvert les défauts de ses amis, ceux-ci jouiraient évidemment de la même faculté et qu'on se trouverait, par réciprocité, pareillement exposés à leur curiosité et à leurs commentaires. Pour plus d'un, il y avait, en effet, matière à hésitation. Tel aime assez volontiers fouiller dans les secrets des autres, qui est peu disposé à soumettre les siens à des semblables investigations. Donc, plusieurs de ces réfléchisseurs se réunirent et, sans se faire confidence du motif réel de leur aversion subite pour l'expérience proposée par le derviche, ils tombèrent d'accord à l'unanimité qu'elle était dangereuse pour le bon ordre, coupable aux yeux de la morale, rien n'étant plus immoral que de chercher à pénétrer l'âme d'autrui, à percer le mur inexpugnable derrière lequel la vie intime doit demeurer cachée aux yeux de tous. Les conjurés, s'animant peu à peu, résolurent en conséquence de se porter en masse au caravansérail, de briser les tableaux du derviche et de le brûler lui-même s'il tombait entre leurs mains comme un détestable magicien et un ennemi de la paix publique. L'émeute allait opérer son œuvre de destruction. Cependant, elle se ravisa encore. On s'était promis de trop piquantes jouissances pour y renoncer si facilement avant même de les avoir goûtées. La fin de la chose devait être de se les réserver pour soi exclusivement. Les conjurés se rallièrent avec empressement à ce nouveau point de vue, sous le prétexte spécieux qu'il fallait voir avant de détruire, pour mieux juger du mal et ne pas se donner le tort de paraître avoir agi avec ignorance et précipitation. La maligne curiosité qui les poussait leur faisait oublier qu'ils n'atteignaient leur but que d'une manière incomplète, puisqu'ils allaient d'abord se mettre à découvert les uns aux yeux des autres. Ils se présentèrent donc avec plus de calme qu'ils ne se l'étaient promis d'abord à la porte du caravansérail. Et pendant qu'ils délibéraient, la foule, moins réfléchie, toujours avide de scandale et s'embarrassant peu d'en faire à ses propres dépens, pourvu qu'elle en puisse recueillir, était accourue et formait une masse impénétrable d'individus de tous âges, de tous états, se pressant, s'étouffant réciproquement, se foulant aux pieds ou se grimpant sur les épaules. Des cris, des gémissements s'échappaient de cette cohue, et le bon derviche, louant Allah, s'écrivait dans son ravissement: Par Mahomet, il n'y a, quoi qu'on dise, qu'à montrer la vérité aux hommes pour les voir s'empresser, même au risque de leur vie. L'impossibilité de percer la foule qui encombrait l'unique porte du caravansérail obligeait, une fois entrés, de demeurer dans la cour, heureusement assez vaste. Le derviche avait donc tout le loisir d'étudier sur les physionomies les effets de l'expérience. Il paraissait, en général, il faut en convenir, assez peu satisfaisant. On lisait sur les unes l'expression de la fureur, sur les autres celle de la déception. La joie maligne mal dissimulée, le mépris qu'on ne prend pas la peine de déguiser, le doute, la jalousie, le triomphe, l'accablement, se laisser apercevoir selon le caractère ou les intérêts des individus. Des gens riaient aux éclats comme s'ils eussent fait les plus joyeuses découvertes.
Dans certains groupes, on conversait sur ce ton aigre-doux, ordinaire précurseur d'une querelle sérieuse. Ces quelques groupes exceptés, tous ces individus semblaient ou ennemis, ou au moins inconnus les uns des autres. Les parents, les amis qui étaient venus de compagnie, se fuyaient comme si quelque maladie contagieuse se fût manifestée subitement. Du reste, de tous les dialogues ou soliloques que l'oreille pouvait recueillir en passant, il résultait positivement que nul n'avait pu saisir dans le tableau des vices rien qui le touchât personnellement. Dans celui des vertus, rien qui s'appliquât à autrui. Seulement, ces vertus étaient si incertaines, si souffreteuses, si décolorées, qu'on voyait bien que les facultés du sage indien baissaient considérablement quand il fit le second tableau. Ce n'était qu'une ombre, comparée au premier, où les formes étaient arrêtées, les couleurs vives, les personnages nombreux, et, ce qui était le plus remarquable, d'une ressemblance frappante. Ouloug, un peu désabusé sur le véritable motif de l'empressement de la foule, un peu confus de son erreur, monta sur la terrasse de l'édifice pour mieux se faire entendre et, de ce point élevé, commandant le silence. « Ô musulmans, dit-il, je vous ai apporté la vérité parce que j'ai cru que vous la cherchiez sincèrement. Mais vous n'avez su la regarder qu'à travers la loupe de l'intérêt personnel et de l'amour-propre. Les prétendus tableaux que vous avez vus ne sont autre chose, sachez-le bien, que des miroirs ayant la faculté de réfléchir l'image de l'âme de celui qui s'y contemple. Les vertus que vous y avez vues sont bien à vous, et si elles vous ont paru bien rares et bien vagues, c'est vous et non le miroir qu'il faut accuser. Les vices sont aussi les vôtres, et non ceux de votre prochain. C'est votre propre ressemblance, et non celle d'autrui, que l'autre miroir a présenté à vos yeux, et qu'ils n'ont pas su reconnaître. Croyez-vous qu'un sage aurait voulu offrir un aliment à votre malignité ? Quand je vous ai dit que vous pourriez, au moyen de ces représentations, comparer vos vertus et vos vices avec ceux de vos amis et de vos ennemis, j'ai voulu vous faire entendre que vous pourriez juger des leurs par les vôtres, que vous vous sentiriez conduit à l'indulgence que vous souhaiteriez obtenir pour vous en voyant la laideur de vos défauts. Mais votre malice n'a pas voulu les reconnaître comme vous appartenant, tandis qu'elle vous attribuait exclusivement les vertus. Ô musulmans ! Il ne put en dire davantage, une grêle de pierres et de cris. À mort le calomniateur ! Lui imposèrent la double nécessité d'interrompre son discours et de chercher son salut dans une prompte retraite. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'il parvint à s'échapper en sautant à tout risque et péril de la terrasse dans la rue, tentative audacieuse qu'il exécuta avec assez de bonheur pour arriver à terre sain et sauf. Vainement donc, la populace se mit à le chercher dans tous les coins et recoins du caravansérail, n'imaginant pas qu'il eût pu prendre une voie aussi insolite pour se sauver. Lorsqu'elle s'aperçut de l'inutilité de ses recherches, Ouloug était déjà loin d'Ispahan et hors de tout danger. Ces deux miroirs payèrent pour lui. Le peuple essaya de les briser, mais, ne pouvant réussir, il prit le parti de les jeter dans une vieille citerne fangeuse, abandonnée, au nord d'Ispahan, qu'on emplit ensuite de décombres et qu'on recouvrit de terre afin d'en perdre la trace. Malgré ces précautions, il est probable qu'en cherchant avec quelques soins, on pourrait la retrouver. Ouloug, dégoûté des villes, se retira dans le désert, où il vécut de vertu et d'austérité, qui répandirent bientôt au loin sa réputation de sainteté et amenaient souvent, dans sa retraite, des pèlerins, heureux de s'éclairer de ses avis pour se diriger dans le chemin de la perfection.
Je trouve cela cocasse de proposer une réflexion sur le miroir. Je ne m'étendrai pas sur ces multiples symboliques. Alt 236, en description, en parle bien mieux que moi. Passons à ma réflexion. Le miroir peut aussi refléter ce qui n'est pas vu de manière ordinaire. Il peut déformer ce qui est, certes, mais tout dépend de notre perception de nous-mêmes et de l'objet. Il est aussi déconcertant que mystérieux, objet de vanité ou de connaissance de soi, objet magique ou objet du quotidien. Il est l'ensemble des reflets qui ne seront jamais les mêmes de jour en jour. Sa définition est elle-même une multiplicité de reflets dont il est difficile de se dépêtrer. Mais est-ce important dans le fond ? Parce que se voir dans le monde inversé du miroir, c'est ne pas voir au-delà de l'objet. Qu'en est-il alors quand il se casse ? Il est l'heure de la mise en pratique. Un miroir brisé est changé à jamais. Il reflète les fragments de notre humanité avec détail et précision. Derrière l'histoire de cette rupture du reflet, c'est l'objet qui perd son utilité, puisqu'il n'englobe plus la totalité de la réalité perçue. Il est aussi symbole de dissociation psychique. Transposer cette image dans la vie quotidienne est simple finalement. Notre perception change avec nos expériences. Et que nos reflets soient petits ou grands, c'est notre façon de nous percevoir qui façonne aussi le monde. Le fait même de briser un objet fait penser à une intention de colère, de souffrance, de tristesse, de haine, que du négatif exprimé pour se libérer. Mais il peut aussi être l'expression d'une action maladroite ou une volonté ferme de ne plus se voir. En lien avec la vanité, l'égocentrisme ou le narcissisme, ou bien par peur, tant de raisons de briser en 1000 morceaux un objet. Dans le fond, ce qui importe au niveau pratique et ce qu'il faut retirer de l'histoire, c'est qu'uniquement se percevoir avec honnêteté, sincérité et transparence nous permet de nous améliorer. On peut le faire par l'écriture dans un journal intime, en racontant des histoires inventées ou déjà créées, par les arts ou le silence, l'observation et l'action en équilibre pour se sentir libre d'être nous-mêmes. Tout part du cœur, pas de l'ego. J'ai une capacité d'analyse très poussée, mais pour moi-même, les évidences sont souvent floues ou à peine effleurées dans leur globalité. Je comprends à quel point l'introspection demande patience et réitération, ainsi que beaucoup de courage pour regarder en face ses propres failles. Sauf que ne pas le faire, c'est refuser d'évoluer, d'apprendre à se connaître dans toutes ses facettes, en profondeur, et surtout s'empêcher égoïstement et volontairement de poser la question : qui suis-je ? Les réponses, chacun, c'est ce qui fait la diversité de la vie. Ne craignez pas votre propre regard. Certes, il est le plus affûté des jugements, mais il est aussi un regard d'amour quand on sait vraiment se voir avec pureté et intention. Encore faut-il comprendre, déconstruire et réapprendre, bref, se remettre en question.
Chacun le fera différemment parce que chaque chemin est unique. Il existe une infinité de voies. Certains traceront des voies que d'autres suivront. C'est dans la nature des choses. Un chemin n'est pas meilleur qu'un autre. Expérimentez, testez, et selon vos sensibilités, vos affinités, ce qui vous repousse ou vous attire, vous pourrez alors commencer à vous définir. Ne culpabilisez pas d'être. Votre singularité existe pour une raison, et le miroir n'est qu'un reflet. Qu'elle soit brisée n'est qu'une étape. L'important n'est pas tant l'objet, mais celui qui regarde, puisque son regard dessine sa perception, et sa sagesse dans l'action se développe. Ne prenez pas non plus la grosse tête, parce que l'humilité est dans la grandeur. Ne vous égarez pas dans le cheminement mental ou dans le labyrinthe psychique, puisque même au niveau de l'âme, la logique humaine n'a plus sa place. Se percevoir, se voir, ce n'est pas l'avoir, mais l'être. Restez encore un instant, j'ai encore un peu de temps. Je réponds au koan par un autre. Les 1000 morceaux de reflets sont une infinité, et la perception forge pour s'affiner dans le reflet de soi, pour s'inverser et retrouver la réalité de ce qui est. Ne sois pas pressé de savoir, parce que l'univers a son propre rythme, autant que tu as ta propre danse. Quand les deux s'alignent, la destinée se dessine avec clarté. Soyez prêts à l'improbable. Allez au-delà du miroir brisé et vivez en accord avec votre ego et non contre lui. Il n'est pas votre ennemi, seulement un outil. Et ne pensez jamais tout savoir. Parce que l'humain en sait si peu qu'il se gonfle et se gargarise d'être enfin arrivé alors qu'il met seulement les pieds sur le prochain chemin de sa destinée. Ah ouais, mais il me faudra un livre. Je suis bête. Je vais le chercher. Le chapitre se referme, chers aventuriers.